Dans cette vidéo, on va parler de ma récente migration, enfin remigration même vers Firefox. Et oui, on va parler de navigateur web parce que c'est sans doute le logiciel que vous utilisez le plus. Et c'est d'autant plus vrai maintenant qu'il y a de plus en plus d'applications SaaS, donc Software as a Service. Depuis que j'ai commencé à utiliser un PC sous Windows 10, j'ai toujours utilisé Edge. Pour une raison très simple, c'est qu'à l'époque, je me souciais pas de ce que je faisais. Et Edge était par défaut sur Windows 10 et je me posais pas plus de questions. Quelques temps plus tard, je suis passé sur Firefox. C'est le vieux Firefox qu'on connaît, donc le Firefox sans l'interface Proton. On était dans les environs des versions 70 à 80, je pense, quelque chose dans le genre. Firefox, je l'ai utilisé jusqu'en 2020. Et en 2020, quand j'ai fait ma formation de TSSR, j'ai découvert le fameux navigateur Brave, qui est basé sur Chromium, qui est beaucoup plus rapide que Firefox. Il y a toute la partie privacy et Web 3, même si c'est un peu un gros mot. Il y a le Basic Attention Token sur Brave, qui est un super outil pour rémunérer des gens qui, comme moi, publient des choses sur Internet. D'ailleurs, mon site est validé par Brave, donc si vous utilisez Brave et que vous allez sur le site zthrive.fr, vous pouvez faire des petites donations ponctuelles via des bots. Courant 2021, j'ai testé 2-3 petites choses. J'ai testé de repasser sur Firefox pendant quelques temps et ça m'a pas plu. Et aussi, j'ai découvert Vivaldi, qui est un navigateur également basé sur Chromium. Hormis Safari et Firefox, tout le reste c'est basé sur Chromium. Vivaldi, c'est un super projet, sauf qu'il souffre de deux problèmes. Déjà, son interface qui est beaucoup trop vieillotte à mon goût et ça donne juste pas envie de l'utiliser. Et son deuxième souci, c'est qu'il est bourré de fonctionnalités, mais un peu de trop en fait, ce qui rend l'interface beaucoup trop fouillis. On s'y retrouve pas du tout. C'est un peu le même syndrome qu'à Edge, on en reparlera aussi plus tard. Côté navigateur mobile, j'utilise Chrome depuis que je suis sur Android, donc depuis toujours. Quand je suis passé sur l'iPhone, et ben là j'ai changé du coup de Chrome et j'ai pris pareil encore une fois, ce qui est intégré, c'est-à-dire Safari. Et en début d'année, je me suis dit, ça serait l'occasion de retester Firefox, vu qu'il y a eu quand même pas mal de chouettes nouveautés. Firefox, il a plusieurs avantages. Déjà, c'est un projet qui est open source, qui est un peu respectueux de la vie privée, un peu comme Vivaldi ou Brave. Firefox, c'est quand même le gros concurrent de Chrome historiquement. Et surtout, contrairement à Brave, c'est un projet qui est très stable. C'est pas un projet qui est jeune. Brave, il date de 2016. C'est un projet qui est encore assez jeune et il souffre de beaucoup de petits soucis. Et c'est une des raisons qui m'a fait pousser à revenir sur Firefox. Et actuellement, ce que j'aime énormément dans le projet, c'est qu'il a une interface qui est juste incroyable, qui s'appelle Proton. Cette nouvelle interface fait maintenant 2 ans qu'elle existe et elle est juste largement plus confortable à utiliser. C'est-à-dire qu'on a des onglets qui sont pratiquement le double de ce qu'on a en termes de hauteur sur Chrome. Et maintenant que je suis sur Firefox, j'ai récemment également installé l'application Firefox sur mon mobile, après l'avoir installé et désinstallé 1, 2, 3 fois il me semble. Là, je l'ai installé, je l'utilise et je l'utilise même par défaut. Firefox a complètement remplacé Safari et Brave. Et grâce à ça, je retiens une fonctionnalité qui est super intéressante. C'est le compte Firefox qui a une grosse fonctionnalité, c'est de pouvoir synchroniser les tabs, donc les onglets, sur tous vos appareils. Firefox va sauvegarder les onglets qu'on a actuellement d'ouvert sur notre PC et même ceux qui sont fermés, mais ça c'est historique. Et on va pouvoir les récupérer via Firefox View ou même dans l'application mobile directement en cliquant sur l'onglet et paf, ça va revenir directement. Globalement, moi j'ai 2 use cases. C'est quand je suis sur mon PC que je recharge des choses et qui par la suite j'en ai besoin sur mon téléphone dans quelques heures plus tard parce que je quitte mon bureau, etc. Mais on peut aussi faire l'inverse, c'est-à-dire recharger son téléphone pendant qu'on est en train d'attendre quelque part et on peut continuer ses recherches ensuite sur un PC pour approfondir encore plus le sujet. Et franchement, rien que pour ça, Firefox, ça vaut réellement le détour. Cependant, Firefox souffre de plusieurs défauts qui sont pas des moindres. Déjà, il n'y a pas de groupement d'onglets, donc on ne peut pas regrouper les onglets pour juste déplier et plier les onglets pour quand on est sur un projet. Par exemple, quand je travaille sur mon Home Lab, j'aime bien avoir un groupe Home Lab. Quand je recherche des choses pour des achats, j'aime bien avoir une zone achat et ça permet très facilement de segmenter ce que je fais dans un navigateur. Ça, j'utilise encore sur Edge pour le travail. Du coup, au travail, on utilise la suite Office 365 ou plutôt Microsoft 365. Et donc, j'ai décidé d'utiliser Edge vu qu'il est assez bien intégré à l'écosystème de Microsoft. Edge étant basé maintenant sur Chromium, on a les groupements d'onglets. Et globalement, un groupement d'onglets, c'est égal à un projet / un ticket. Et c'est vachement pratique. Et ces groupements d'onglets, ils permettent de résoudre un problème qui est la surabondance des onglets dans mes navigateurs. Je suis quelqu'un qui a tendance à ouvrir beaucoup d'onglets, alors beaucoup moins maintenant. Je pense que je dépasse pas les 20 environ, mais avant je pouvais facilement dépasser les 30 voire 40 onglets. On avait juste des icônes, des petites tabs, et sauf que ça c'est valable sur Chromium, ou toutes les bases Chromium, sauf que sur Firefox, il n'y a pas ça. C'est-à-dire qu'au-delà d'une certaine limite, Firefox va juste afficher un slider pour slider entre les onglets.
C'est très particulier comme fonctionnement, je comprends pas du tout pourquoi c'est comme ça. C'est pas du tout ergonomique, je déteste ça. Le seul avantage que j'en tire, c'est que vu que j'aime pas cette interface-là où on doit slider, ça me force à fermer des onglets assez régulièrement. Et mon dernier souci, c'est que les favicons dans la barre de favoris, je démarre un nouveau PC, j'installe Firefox, je le connecte à mon compte, j'ai ma petite barre qui s'affiche vu que tout est synchronisé, hein, c'est cool, donc les favoris sont synchronisés. Sauf que les favicons ne s'affichent pas tant que j'ai pas chargé une première fois la page. Du coup, je me retrouve avec plein de petites icônes planète, 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 planète. Bon après, effectivement, c'est pas le plus gros des problèmes parce que je vais pas m'amuser à créer des Firefox et à reconnecter mon compte sur plusieurs PC tous les 4 matins. Ah, et aussi, le petit point positif de Firefox qui est totalement anodin, c'est son mode plein écran. Son mode plein écran, il est super cool parce que déjà, quand on glisse la souris en haut, bah, ça va afficher tous les onglets. Du coup, on peut switch entre les onglets facilement, ce qui n'est pas le cas sur la base Chromium, en tout cas pas le cas sur Chrome, ni sur Brave et ni sur Edge. D'ailleurs, le plein écran de Edge est très buggé. Et aussi, ce qui est super pratique quand je fais les tournages et surtout quand je fais les tutoriels, c'est quand je mets en plein écran, il n'y a pas de petit appuyer sur F11 pour quitter le mode plein écran. C'est chiant parce que du coup, ça m'oblige à attendre quelques secondes pour rien faire, pour attendre que ce petit panneau s'éteigne et que je puisse continuer ma vidéo pour pas que ça fasse trop dégueulasse ensuite sur la vidéo finale. Pour le moteur de recherche, j'ai traditionnellement utilisé Google Search depuis très longtemps. Ça fait maintenant, je pense, en même temps que je suis passé sur Brave quasiment, même peut-être un peu avant. J'utilise DuckDuckGo, donc DuckDuckGo qui est un peu la meilleure concurrence à Google Search. En tout cas, DuckDuckGo est par défaut sur tous mes navigateurs, que ce soit Firefox, Edge, peu importe, c'est toujours DuckDuckGo qui est prioritaire. Parce que DuckDuckGo, c'est plus de privacy et surtout moins de GAFAM. Pour 90% de mes recherches, je l'utilise. Dans le cas où mes recherches n'aboutissent absolument rien, je vais utiliser un bang, donc c'est un point d'exclamation avec le G ou avec une autre lettre, hein. Ça marche si on met un A, par exemple, ça va rediriger vers Amazon. Si je mets un G, ça va rediriger vers Google Search. On en a plein de petits bangs comme ça sur DuckDuckGo. Du coup, ça me permet de taper Market, mettre un espace, mettre un point d'exclamation, mettre un G et pouf, ça va directement mettre Market sur Google Search. Et donc les 10% du reste du temps, j'utilise Google Search quand c'est nécessaire. Et côté extension, niveau Firefox, alors c'est vrai qu'il est moins fourni qu'un Chrome Store, mais il est quand même assez fourni, on y retrouve ses petits. Moi, quand j'ai fait ma migration, globalement, j'ai retrouvé toutes mes extensions. Le seul défaut que je reproche un peu à Firefox, c'est que les extensions sont certes un peu plus en retard que sur Chrome, j'ai l'impression, et surtout les raccourcis clavier, il y en a beaucoup moins que sur de la base Chromium. Donc, par exemple, pour activer mon gestionnaire de mot de passe, et alors non, les raccourcis, je vais pas les mémoriser par cœur parce que sinon j'en finirai pas. Globalement, pour utiliser mes raccourcis, j'utilise deux outils. Ma MX Master 3S, qui est une superbe souris qui est juste incroyable. Et il y a un petit bouton ici, là, qui me permet de, quand je clique dessus, ça va directement remplir le champ de mon gestionnaire de mot de passe. Vu que c'est une action que je fais souvent, ça me fait gagner un peu de temps. Aussi, la molette ici, quand je suis sur un navigateur, ça me permet de slider à travers les onglets. Donc si je vais en haut, ça va slider à la droite. Et si je vais en bas, ça va slider vers la gauche. Et pour revenir au raccourci des extensions, j'utilise aussi avec le Stream Deck qui me permet d'avoir les petits boutons et pouvoir appuyer sur quelque chose et pouf, ça fait une action. Et vu que je suis quelqu'un d'assez généreux, je vais vous partager la liste des extensions que j'utilise. Alors moi, je suis quelqu'un qui est dans l'esprit assez minimaliste, c'est pas une nouveauté. Et j'utilise le moins d'extensions possible. Et la liste de ces extensions, la voici. On a Bitwarden qui me sert pour mon gestionnaire de mot de passe, tout simplement. Gestionnaire de mot de passe qui est hébergé chez moi. On a Instapaper. Instapaper, c'est un service qui permet de sauvegarder une page web pour read it later, donc regarder plus tard. Donc quand je suis sur mobile ou quoi que ce soit, que je vois un article intéressant mais que j'ai pas le temps de le lire dans l'immédiat, je le mets sur Instapaper et je vais le regarder plus tard. Keepage, j'en avais déjà fait une vidéo dédiée dans mes toutes premières vidéos en 2020. Ça permet de voir l'évolution des prix sur Amazon et ça permet de savoir quand acheter les objets. Ça permet de faire des achats un peu plus malins et aussi de sauvegarder un peu d'argent sur votre compte bancaire. Sponsorblock, c'est spécifique à YouTube. En fait, dans YouTube, on a souvent beaucoup de personnes, peut-être moi plus tard, on sait jamais, avec des bouts de passage dans la vidéo où c'est par exemple juste des hey, abonne-toi, hey, regarde ça et machin et celui. Et aussi de la sponsor style NordVPN, RhinoShield, tout ça, vous les connaissez. Et en fait, Sponsorblock, c'est basé sur la communauté. C'est-à-dire que une personne va regarder la vidéo, elle va sélectionner le passage où il y a ce petit moment-là. Et après, Sponsorblock, ça va les retirer sur Sponsorblock. Et après, ça va redescendre sur toutes les autres personnes qui utilisent Sponsorblock. Ce qui fait que moi, quand je regarde des vidéos qui datent, allez, de plus de 1-2 jours, pour une grande partie des vidéos, ça marche. Ça va directement skip la partie. Et la vidéo recontinue d'elle-même, ça va juste en fait tout simplement passer le passage qui est un peu chiant, qui est redondant pour abonne-toi machin et les sponsors. On a aussi le classique Google Translate qui permet de traduire des mots.
C'est pratique, alors je m'efforce un peu à lire en anglais parce que du coup ça améliore mon niveau d'anglais, mais des fois qu'on comprend pas un mot, Google Translate est assez pratique pour ça. Et aussi il y a pas que l'anglais, dans la vie il y a aussi d'autres langues, donc quand il y a des langues que je connais pas du tout, ça peut être utile. Todoist, ça me permet de ajouter une page web en tant que tâche ou juste ajouter une tâche dans ma liste de tâches, dans mon inbox directement. Donc je vous présente pas le système GTD, si ça vous intéresse, renseignez-vous là-dessus. Et les deux derniers, c'est le plus important, c'est uBlock Origin pour supprimer toute la pub de internet parce que sinon c'est juste imbitable. Je déteste avoir de la pub dans tous les sens, c'est juste tu regardes sur une page web, j'aime bien quand ce soit propre et que ce soit lisible. J'ai pas envie d'avoir des trucs dans tous les sens. C'est une des raisons pourquoi il n'y a pas de pub sur zatory.fr. Et aussi on a une deuxième extension qui est I don't care about cookies. Quand vous atterrissez sur une page web, on va vous demander, hey, est-ce que tu veux accepter les cookies ou tu veux pas les accepter ou est-ce que tu veux pas ou peut-être. Sur beaucoup de sites, c'est pas du tout explicite et c'est très compliqué de trouver le bouton je refuse tout. Et donc cette extension, elle va tout simplement refuser par défaut tous les cookies si elle le peut et ça va surtout masquer la bannière. Donc ça évite de faire un clic à chaque fois qu'on entre dans un site. Dans l'idée, c'est la même fonction que uBlock Origin, mais pour les cookies et pas pour la pub. Comme j'ai dit plus tôt, Firefox c'est pas le seul navigateur que j'utilise. J'utilise aussi Edge pour toute la partie travail. Donc à mon boulot, j'utilise majoritairement Edge. Edge, il a beaucoup d'avantages. Déjà, il est intégré à Windows 11, il est intégré à la suite Office. C'est basé sur Chromium, donc on a accès à toute la galerie d'extensions Chromium. Il a une interface qui est plutôt bonne de base, si on prend le temps un peu de la configurer pour minimaliser un peu tout ce qu'il propose, parce que sinon Edge par défaut, sans configuration, c'est vrai que c'est un peu le bordel. Edge, il intègre aussi le rédacteur de Microsoft, donc qui est un peu basé sur de l'IA, machin, bon, appelez ça comme on voulait. C'est un correcteur de texte et même pas que d'orthographe, il me semble aussi qu'il fait de la conjugaison un peu, etc. Il fait pas que d'orthographe, il fait un peu plus. Mine de rien, quoi qu'on en dise, Edge, il a pris énormément de parts de marché depuis qu'il est passé sur Chromium. On est à un des plus gros concurrents de Chrome après Firefox, à mon avis. Et je pense que même qu'il y a plus de gens qui utilisent Edge que Firefox actuellement. Évidemment, je n'utilise pas Bing.com, j'utilise toujours DuckDuckGo et voire Google, parce que c'est vrai que Bing, c'est une catastrophe. Par contre, récemment, on a eu plusieurs nouveautés sur Edge qui devraient pas tarder à arriver. Déjà, on devrait avoir une intégration de ChatGPT dans Bing, alors pas dans Edge en tant que tel, mais dans Bing.com. À voir si c'est un peu plus dans le futur intégré directement sur Edge et pas que sur Bing, parce que Bing, c'est nul. ChatGPT, des fois, ça peut réellement servir pour quelques problématiques, etc. Même pour écrire des titres de vidéos, je l'ai déjà utilisé auparavant et ça peut faire l'affaire. Ça permet aussi de résoudre le problème de la page blanche. Edge aussi, c'est un très très bon lecteur PDF. Par défaut, je l'utilise même pour remplir des PDF. Il est très très bon par défaut, le lecteur PDF de Edge. Donc non, je n'utilise pas Acrobat Reader. Mais par contre, pour ceux qui utilisent Acrobat Reader et qui utilisent Edge, le lecteur Acrobat Reader va être directement intégré dans Edge par défaut d'ici début mars apparemment, donc à suivre. Et d'après les petites rumeurs qu'on peut voir sur Twitter, sur Reddit, etc., on devrait avoir un Edge qui serait un peu plus dans l'esprit de Windows 11, parce que c'est vrai que Edge, depuis la refonte de Windows 11, il commence à s'éloigner un peu de Fluent Design qui est intégré dans Windows 11, donc on devrait avoir quelque chose de beaucoup plus cohérent, surtout au niveau des onglets, avoir quelque chose de plus cohérent, en fait les mêmes onglets que sur le Windows Terminal ou l'explorateur de fichiers, pour avoir quelque chose d'un peu uniforme dans Windows. Edge aussi, il permet une chose qui est superbe, c'est qu'au bout de 5 minutes, quand on n'utilise pas un onglet, ça va le mettre en veille et ça peut économiser parfois jusqu'à 95% de la consommation de l'onglet. Quand, comme moi, on utilise beaucoup d'onglets, franchement, c'est une killer feature. Mais bon, Edge, comme je dis, c'est qu'il souffre d'un problème, comme Vivaldi, c'est qu'il a trop de fonctionnalités. Il y a beaucoup de choses qui sont presque inutiles. Il y a par exemple les collections. Qui est dans l'idée en fait c'est chouette parce que ça va être faire des petites listes, etc. C'est que sur Edge et c'est pas lié à OneNote ou des trucs dans le genre. Avoir quelque chose lié à OneNote ou quelque chose du style, ça pourrait déjà rendre Edge encore plus intéressant que ce qu'il est actuellement. Mais réellement, le souci, c'est pas d'avoir trop de fonctions, mais c'est d'avoir trop de fonctions qui sont littéralement inutiles. Et le plus gros défaut de Edge, et c'est pourquoi vous le détestez, c'est le forcing de Microsoft à vouloir absolument qu'on utilise Edge dans tous les sens. Que Edge soit installé par défaut sur Windows 11, ça me pose pas de souci. Par contre, qu'il soit compliqué de modifier son navigateur par défaut, là ça commence à l'être, et surtout qu'il soit tout le temps forcé dans tous les sens. Partout c'est Edge, Edge, c'est un peu pénible quand même. Comme toujours, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel navigateur utilisez-vous et pourquoi vous l'utilisez, quelles sont les raisons, quelles sont les fonctionnalités que vous utilisez, quels sont les moteurs de recherche, voire extensions que je n'ai pas cités que vous utilisez. Ça peut toujours intéresser du monde. Et sur ce, on se retrouve pour de prochaines vidéos. Allez, ciao!